L'action gouvernementale à la loupe, c'est Malikoura Tassira version 3. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la tribune d'expression des membres du gouvernement depuis le Musée national. Un temps de bilan pour vous permettre d'en savoir plus sur les grandes réformes en cours et celles en perspective pour chaque département. Et nous recevons le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseynou Sanou. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Pour les questions, Merci. Je suis avec Isiaka Tamboura du journal Le Soft. Bonsoir, confrère. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Isiaka. Pour rappel, le ministère de l'Économie et des Finances a pour mission principale de recevoir, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer la politique générale de l'État en matière d'économie financière, bien sûr, et monétaire. Il y a des attributions spécifiques qu'on ne pourra pas détailler sur ce plateau. Monsieur le ministre, on va vous demander l'état de santé de notre économie nationale, tout comme on demande l'état de santé des personnes aux médecins. Aujourd'hui, comment se porte l'économie malienne? Est-ce que le cœur de l'économie malienne bat au rythme voulu? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais vous rassurer et vous dire que l'économie du Mali se porte bien et que tous les indicateurs sont orientés dans une bonne tendance. Et avant de rentrer dans les détails, permettez-moi de saluer l'ensemble des téléspectateurs et de saluer la résilience des Maliens. Parce qu'il faut rappeler que le Mali est sorti d'une crise et cette crise était multidimensionnelle, ce qui fait que le défi était grand. Donc il faut reconnaître que le Mali est dans la bonne tendance. Nous avons le deuxième meilleur taux d'inflation de la sous-région. Nous avons un taux de 3,2%. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, le taux d'inflation qui est à un pourcentage? Le taux d'inflation était à 3,2% en fin 2024. Ça signifie quoi? C'est que l'indice des prix généralisés, quand vous comparez l'indice des prix généralisés de 2023 à 2024, vous verrez que les prix ont globalement augmenté de 3,2% entre 2023 et 2024. Mais quand vous regardez la sous-région, le taux moyen de l'UMOA sort à 4,2%. Ce qui veut dire que le Mali est vraiment en dessous de la moyenne de la zone UMOA. Il faut, si vous regardez historiquement, nous avons atteint par exemple un taux de 9,7 en 2022 à cause de la crise entre la Russie et l'Ukraine qui avait fait que le prix de la plupart des denrées avait connu une hausse importante. Mais nous, on avait toujours su, par le mécanisme de l'abattement des prix des douanes, nous avons pu toujours maîtriser un prix. Nous étions à 9,2. Nous avons maintenu une tendance à la baisse à 5% en 2023 et nous sommes tombés à 3,5% en 2024 et nous attendons 3,2% en 2025. Donc ça veut dire que vraiment cet indicateur également est bien orienté, que cela soit historiquement, que cela soit par rapport à la sous-région. L'un des indicateurs importants, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage aussi, c'est le taux de personnes qui ont la majorité, qui ont l'âge de travailler et qui veulent travailler et qui ont déposé une demande de travail et qui n'ont pas obtenu une réponse dans les 2 mois. Donc on calcule l'indice de personnes qui sont dans cette catégorie divisé par la population totale et qui ont déposé, ce qui fait qu'on calcule un taux de chômage. Ce taux est réduit aujourd'hui au Mali? Le taux de chômage au Mali est passé de 6,1 à 3,5 aujourd'hui. On était à 6,5 en 2020 et nous sommes tombés à 3,5 aujourd'hui pour dire que le taux de chômage est à la baisse. Et quand on regarde dans la sous-région subsaharienne, les taux sont autour de 6,7. Monsieur le ministre, à voir de près les chiffres, les taux ils baissent en 2 ans. On voit que le taux de chômage a baissé et le taux d'inflation aussi a baissé. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour qu'on atteigne ces résultats? En matière de relance de notre économie, nous avons appuyé la CMDT. Comme vous savez, la CMDT avait beaucoup de difficultés en 2020. Nous avons récolté à peu près 255 000 tonnes de coton. La filière n'était pas bien organisée. Donc il a fallu donner confiance à la filière. Et pour donner confiance à la filière, il a fallu qu'on nomme un mandataire judiciaire. Et deuxièmement, il a fallu qu'on mette un prix incitatif sur le coton. On a mis le coton à l'époque à 290 francs le kilo. Et la dernière fois, le mois dernier, le président a décidé de faire porter ça à 300 francs le kilo. Nous avons également payé les 69 milliards d'impayés de la filière. Et nous nous sommes dit qu'avec cela,
les choses vont bien aller devant. Et effectivement, on a fait 795 000 tonnes en 2021-2022, ce qui était un record exceptionnel. Donc, c'est à partir de cette relance, que ce soit les banques, les huileries, les assurances, toute l'économie, 4 millions de Maliens en direct vivent de ce coton. Dans le même temps, nous nous sommes dit, tout en poursuivant avec la CMDT, parce qu'il faut rappeler qu'au mois de décembre tout près, nous avons titrisé 70 milliards de financement pour la CMDT, en même temps qu'on a payé les 20 milliards de subventions, ce qui fait qu'en décembre seulement, l'État a payé 90 milliards à la CMDT. Tout cela pour que la filière puisse continuer de supporter la croissance économique dans notre pays. En même temps, on a relancé des sociétés comme Comatex, comme UMPP, et OMH, et toutes ces structures qui avaient des difficultés, l'État s'est mis devant pour les relancer. Pour la relance de Comatex, on a mis 796 millions de francs CFA et la deuxième tranche qui fait 1 milliard et quelques est en passe d'être négociée actuellement avec la direction de la Comatex. UMPP, la première tranche, c'était 1 milliard 253 millions qu'on a payé l'année dernière pour la relance. Et la deuxième phase, c'est cette année maintenant que nous sommes en train de négocier pour l'extension et pour que UMPP puisse produire localement les 14 produits qui font partie de l'assistance maladie obligatoire. Et dans le même temps, nous avons financé le fonds de garantie pour le secteur privé qui a été financé initialement à hauteur de 20 milliards, qui a été porté à 28 milliards l'année dernière, montant à partir duquel ils ont pu faire des garanties au quart, ce qui fait que les 28 milliards ont été multipliés par 4 et qui ont donc généré plus de 150 milliards de crédits donnés dans l'économie, ce qui a permis de générer 17 000 emplois. Dans le même temps, nous avons le PAFEM, qui est un programme financé par la Banque mondiale, logé au niveau du ministère de l'économie et des finances, qui était également chargé de lancer toutes les activités et l'amélioration du circuit financier. Ce secteur également a pu financer beaucoup d'ONG dans le centre et beaucoup de petites structures de micro-entreprises dans le centre du Mali, ce qui a pu créer à peu près 17 286 emplois. Donc c'est à partir de ces différentes activités que nous avons pu maintenir donc, notre économie. Maintenant, sur le plan de la maîtrise du prix des denrées alimentaires, il faut reconnaître que l'État apporte beaucoup de subventions à beaucoup de secteurs. L'État signe des conventions avec toutes les cimenteries, ce qui fait que l'État a des manques à gagner importants qui se chiffrent environ à plus de 25 milliards de francs CFA. Toutes choses pour permettre d'avoir le ciment à un prix de sortie d'usine qui permettent donc aux Maliens de pouvoir acheter le ciment à un prix constant. L'État fait des subventions importantes au niveau des sociétés qui transforment le blé. Aujourd'hui, on a un contrat sur 3 ans avec ces sociétés qui coûte un manque à gagner d'environ 75 milliards sur 3 ans à l'État. L'État fait des subventions à Énergie du Mali. Entre 2021 et 2024, la subvention totale accordée à Énergie du Mali a été de 461 milliards de francs CFA, de 2021 à 2024. Chaque année, l'année passée, on a subventionné de 55 milliards. Cette année, ça va être 60 milliards. Donc, on subventionne le secteur de l'énergie pour lui permettre, en tout cas, jusqu'à ce que les investissements structurants qui sont en train d'être mis en œuvre puissent amener le mix énergétique et permettre donc à la société de pouvoir s'équilibrer tout seul. Nous avons fait des subventions sur les produits pétroliers. Nous avons fait, parce que quand vous imaginez que le pétrole coûte au Mali, enfin, l'essence coûte au Mali peut-être 750 francs, mais je viens du Sénégal il y a une semaine, l'essence est à 996. Alors que nous transportons en plus du Sénégal vers le Mali. Donc c'est pour dire qu'il y a un manque à gagner que la Direction générale des douanes accepte pour que nous puissions garder le prix des hydrocarbures à un prix acceptable et abordable pour le Malien. On va continuer, Monsieur le ministre. On a un reportage à vous proposer avec une quarantaine de services de programmes de développement et de cellules. Le ministère de l'économie et des finances se fixe comme objectif l'émergence économique du Mali. Le programme spécifique qui est là à cet effet est la vision Mali-Nietassira à l'horizon 2063, parmi tant d'autres programmes bien sûr. Voilà donc les grandes réformes engagées. Nous allons suivre cela avec Nyanya Alou Traoré. Le chantier semble titanesque, mais pas insurmontable. Pour l'émergence du Mali Koura et du Mali Dinkoura, le ministère de l'économie et des finances
Dans sa mission de préparation et de mise en œuvre de la politique économique, financière et monétaire de l'État, est soutenue par des hommes et des femmes rompus à la tâche sous le leadership éclairé du ministre Aluseyni Sanou. La vision Malikura Nyeta Siraka Bensan Bafla Ani Bioroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 sont partie intégrante de la réussite du pari Malikura. C'est une vision stratégique et ambitieuse qui repose sur 11 piliers essentiels qui placent les citoyens au cœur de la transformation nationale. La dynamique doit être accompagnée de bonnes performances macroéconomiques. À ce titre, le PIB est sur un sentier de croissance régulière, malgré certaines sanctions comme celle de l'UEMOA et de la CEDEAO, la guerre russo-ukrainienne et la crise sécuritaire. Pour 2025, il est attendu un taux de croissance du PIB de 6% contre une projection de 6,2% en 2026. En cours, un vaste chantier de réforme organisationnelle et institutionnelle des services du Trésor. Toutes ces directions sont très bien avancées dans la numérisation des données. Le secteur minier sera au cœur des réformes. L'État participe désormais à 30% du capital, plus 5% pour le secteur privé malien, ce qui revient à 35% de participation pour le Mali. C'est le Mali, à travers le général d'armée Assimi Goïta, qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État de l'AES pour une année. Aussi, dans le cadre des actions retenues au titre de la présidence malienne, il est créé un comité national AES. Le comité ministériel spécialisé développement est présidé par le ministre en charge de l'économie et des finances, en la personne de Aluseyni Sanou. Vous venez de suivre ce reportage sur votre département. De quoi peut-on se réjouir aujourd'hui en matière économique au Mali? Qu'est-ce qui est acquis de façon générale? De façon générale, on peut se réjouir du fait que notre économie est sur la bonne tendance. Donc c'est pour d'abord dire qu'aujourd'hui, les cadres du ministère de l'économie et des finances et tous les ministères avec lesquels nous travaillons, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, nous sommes tous orientés dans le même sens. Donc le fait que toutes les énergies sont orientées dans le même sens est un facteur extrêmement important pour que notre économie puisse continuer de prospérer. C'est d'ailleurs à partir de là que nous avons pu mener toutes les réformes aujourd'hui qui nous ont permis d'atteindre ces résultats. Et ces réformes aujourd'hui sont là, elles sont visibles et elles vont perdurer dans le temps. Les 6 codes qui existent au Mali sont tous en train d'être révisés. Le code des douanes a été révisé, le code minier a été révisé, le code des impôts a été plusieurs fois révisé et il y a une dernière relecture en cours. Le code des investissements est actuellement en révision avec le ministère du Commerce. Le code domanial a été révisé. Il y a à peu près, presque tous les codes sont en train d'être revus pour pouvoir accompagner cette vision et cette façon de faire. En plus de ça, le cadre des affaires a suffisamment besoin d'avoir la paix au niveau de la justice. Voilà pourquoi au niveau de la justice, beaucoup de réformes ont été entreprises, que ce soit la création des pôles économiques et financiers spécialisés dans plusieurs régions, que cela soit la relecture du code pénal, que cela soit au niveau de la CENTIF. Toutes les réformes qui ont été menées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Donc nous sommes en train d'assainir le cadre des affaires. Donc nous pensons quand même, avec ces réformes tout au-delà de la digitalisation qui permet d'avoir de la transparence dans tout ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, depuis que le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, l'a annoncé au mois de juin 2024 à Ségasso, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour mettre en place le module Trésor Pays pour que tous les paiements qu'un client de l'administration aura à faire au niveau de l'administration, il faut que tous ces paiements puissent se faire de façon digitale. La digitalisation de l'administration aujourd'hui est un impératif. Vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Est-ce que vous avez senti des résultats concrets par rapport à cette digitalisation au niveau de l'administration? Au niveau de la digitalisation, on peut se réjouir vraiment des efforts qui ont été engagés et des résultats qui sont déjà atteints. Pour vous dire que sur les différents axes sur lesquels déjà nos actions ont porté pendant cette première année, les actions qui ont commencé, qui ont pu finir, nous pouvons constater une augmentation de 46% sur les revenus avant digitalisation et après digitalisation. Nous avons à peu près 826 677
francs CFA de revenus qui étaient obtenus avant digitalisation sur certains axes que je vais citer tout à l'heure. Et nous sommes aujourd'hui à 1,210 milliard, ce qui fait une augmentation de 46,6%. Ces axes, ça concerne tout ce qui est carte d'identité, amende forfaitaire et contravention de police, tout ce qui est état civil, tout ce qui est encaissement des impôts et taxes par la voie digitale, tout ce qui est recettes douanières par la voie digitale, tout ce qui est carte de transport, carte grise, permis de conduire, plaque d'immatriculation, retard dans les visites techniques, tout ce qui est redevance sur le contrôle technique des véhicules, tout ce qui est redevance sur la confection des cartes d'immatriculation et toutes les économies que nous avons réalisées au niveau du CENU, le centre des œuvres universitaires, parce qu'au niveau du CENU, quand nous avons digitalisé, nous sommes rendus compte qu'il y avait des manques à gagner importants, non seulement en termes sur les paiements d'heures supplémentaires et sur beaucoup d'autres choses. Je sais qu'en termes d'économie au niveau du CENU, on était à peu près de l'ordre de 4 milliards d'économies que nous avons réalisées sur tout ce qui se paye au niveau des universités. Donc c'est pour dire que la digitalisation, vraiment, c'est des actions qui ont commencé, sans oublier le ICUTUS, parce que l'objectif initial d'abord, c'est qu'il faut que tous les Maliens soient à équidistance des services d'État. Il ne faut pas que, parce que moi je suis à Bamako, j'ai plus accès à un service que celui qui est à Kati ou à Kolokani. Il faut que chacun puisse, à partir du téléphone ou en tout cas d'un moyen digital, il puisse avoir accès aux mêmes services. L'accès facile donc, aux services de l'État, ça c'est extrêmement important. La transparence et aussi le fait que tout le monde se trouve au même niveau. Récemment, des audits ont été menés dans le secteur minier de notre pays. Ces audits ont révélé plusieurs lacunes dans la gestion des ressources. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que vous avez entreprises pour que le Mali bénéficie des revenus de ces ressources et quel a été l'impact de ces audits-là jusqu'à ce jour? Effectivement, suite aux assises nationales de la refondation, où le peuple a demandé que l'or doit briller pour les Maliens, donc le président de la transition, chef de l'État, a décidé donc il nous a instruit donc de faire un audit de tout le secteur pour pouvoir nous rendre compte effectivement de ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le secteur. À la suite de cet audit, pour aller très rapidement, différentes recommandations sont issues de cet audit. La première recommandation, c'était d'abord de faire une relecture du code minier, d'écrire la loi sur le contenu local, de faire des réformes au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère des Mines, pour en tout cas renforcer les équipes de la DNGM, les équipes du cadastre, les équipes du ministère de l'Économie et des Finances, et de renégocier les contrats avec les sociétés minières, tout en ayant en ligne de mire que l'objectif, c'est que l'or doit briller pour les Maliens. À la suite de tout cela, donc, un nouveau code minier a été adopté et la loi sur le contenu local également a été adoptée. Et très sommairement, pour répondre sommairement à ce que vous avez dit, nous avons fait l'exercice suivant au moment où on faisait le code, c'est qu'on a pris les 7 grandes sociétés minières au Mali. On a dit, si on applique le code minier, comme c'était le cas, le code minier 2019 qui était appliqué, ou 2012 ou 2091, parce que chaque société était sur un code, parce que, comme on le dit, c'est la stabilité fiscale. Si vous vous installez sur le code de 91, tant que la période de ce contrat n'est pas finie, même s'il y a différents codes, on ne vous oblige pas à aller, on ne peut pas vous obliger à aller sur ces codes, sauf si c'est vous-même qui décidez compte tenu des avantages spécifiques. Donc, ce qui fait qu'on a dit, voilà, c'est cette société, ce qu'ils ont apporté en 2023. Maintenant, avec l'application du nouveau code minier en 2024, comme on a obtenu, on était, par exemple, à 235 milliards pour ces sociétés. Et avec le nouveau code minier en 2023, on a été à 767,4 milliards, ce qui fait un gain de 531 milliards 900 millions. Donc ça, c'est l'impact sur l'application du code minier sur les 7 principales sociétés minières. Comment cela arrive? Je peux aller un peu dans le détail. L'un des éléments importants, c'était que toutes les taxes que nous avons, la taxe ad valorem, la TVA, étaient assises sur le prix de l'or départ carreau usine. Donc c'est le coût de production qui déterminait la valeur sur laquelle il faut appliquer ces taxes. Et aujourd'hui, on a dit non,
il faut que ce soit le prix de vente, le cours mondial de l'or qui doit servir de référence. Nous savons qu'il y a certaines sociétés qui s'étaient installées où l'once d'or sur le marché international était à 300, ce qui veut dire qu'ils avaient des coûts de production de l'ordre de 200 à 210 ou 230. Si on devait appliquer encore cette année nos taux à 230 au lieu de 3400 aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. Et puis on a décidé aussi qu'il faut que les taux là soient des taux progressifs. Si vous faites votre plan d'affaires, vous signez une convention avec l'État en estimant que l'or est à $500, on va dire jusqu'à $1000, voilà le taux. Mais au-delà de $1000, vous faites un super profit. Donc il faut que l'État participe aussi beaucoup plus à ça. Donc le taux aussi de prélèvement de l'État de la TAV aussi augmente. En même temps, tout ce qui était subventions sur les produits pétroliers, parce que les sociétés minières avaient la gratuité pratiquement sur les produits pétroliers, on a abandonné tout ça, parce qu'on estime que l'or est un domaine où quand même on n'a pas besoin de subventionner. Parce qu'à un moment donné, quand on a fait l'audit, on s'est rendu compte même que les subventions que l'État faisait et tout ce que l'État engage pour donner un permis, quand on évaluait ça et on comparait à toutes les recettes qu'on prélevait de certaines mines, c'est comme si on appelait quelqu'un pour venir prendre le bijou de famille. Il était annoncé des milliards de rentabilité pour la seule mine de Goulamina. Où en sommes-nous aujourd'hui avec Goulamina et quelle est la part de l'État du Mali? Goulamina, c'est l'une des discussions les plus intéressantes que nous avons eues lors de l'audit. Parce que Goulamina est une société qui avait presque fini à réaliser l'infrastructure. L'usine existait pratiquement. Mais l'usine appartenait à une société minière qui était à Morila, mais qui avait fait beaucoup de fautes dans la gestion de Morila. Firefinch, c'est une société australienne. Donc dans les débats, on a voulu les amener pour les demander de corriger financièrement toutes les fautes qui ont été commises. Plusieurs lettres ont été envoyées, ils ne nous ont pas écoutés, etc. Donc on leur a dit, mais vous n'avez même plus d'intérêt ici, parce que nous, on vous écrit pour venir discuter et vous ne venez pas discuter. Il se trouve qu'entre-temps, Firefinch, qui était le propriétaire de la mine, l'avait vendue aux Chinois, qui a plus de 40%, qui venaient pour commencer à faire des investissements. Or, la loi est très claire. On ne peut pas faire des cessions de titres sans demander l'avis de l'État. Et l'État n'avait pas été consulté. Donc nous, on a considéré que ces ventes étaient nulles et non avenues. Donc les Chinois sont venus pour discuter avec nous, pour dire nous sommes hackers. Nous avons dit nous ne vous connaissons pas. Vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Et voilà. On savait derrière tous, ils ont montré des papiers, mais on ne les connaissait pas en tant que tels. Donc il a fallu qu'on rediscute pour remettre tout ça à plat. Parce que dans la mine de Goulamina, l'État avait 0%. L'État n'avait pas 1%. L'État n'avait rien. Donc on a dit non, il faut que vous acceptez, pour qu'on reconnaisse quelque chose dans tout ce qui est fait, il faut accepter d'être mis sous le code 2023 et qui donne automatiquement droit à l'État à 10% d'actions gratuites, 20% d'actions qu'on peut acheter et 5% que le secteur privé malien peut acheter, mais qui va être en portage entre-temps par la SOREM. Et l'avantage du code 2023, c'est quoi encore? C'est que avant, si l'État devait acheter 10% dans une société ou 20%, c'est la société qui faisait des calculs sur les bénéfices attendus pour dire, bon voilà, vos 20%, je vous les vends à 50 milliards, à 100 milliards, à 70 milliards. Toutes choses que l'État ne pouvait pas payer. Donc dans le nouveau code, on a dit c'est très clair. Si vous devez passer à l'exploitation, c'est que vous avez dépensé dans la phase de recherche. Donc vos dépenses dans la phase de recherche sont les seules dépenses qui sont prises en compte pour évaluer les parts des actions que l'État va acheter ou le secteur privé va acheter. Deuxièmement, on va déduire également comme les exonérations de produits pétroliers et les AT, les admissions temporaires sont autorisées pendant la phase de recherche, l'État aussi va évaluer ça. Et toutes les études que l'État a faites avant pour qu'on puisse savoir que cette zone elle est aurifère, elle contient du lithium et tout cela aussi l'État va déduire de tout ce que vous avez engagé. Et c'est ça qui va être la base de calcul de la participation de l'État. Donc ainsi, aujourd'hui, l'État a pu acquérir
les 35% aujourd'hui à 20 milliards de francs CFA. Et deuxièmement, la mine commence son exploitation. Une première sortie de minerai est faite, 85 000 tonnes. Ils ont levé une intention d'exportation de 85 000 tonnes qui a respecté toutes les procédures au niveau de la direction du commerce, au niveau de la direction générale de la douane, au niveau de tous les acteurs qui interviennent. Et ces exportations sont allées et nous attendons les recettes. Et sur cela, ils ont payé la table, ils ont payé tout ce qu'il faut, tout est en train d'être payé. Et nous estimons aujourd'hui que vraiment les retombées de cette société vont vraiment permettre à l'État du Mali d'engager des ressources très, très importantes. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le contenu local. Parce qu'avec cette société, ils ont besoin de transport, ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et tout ce qui est sous-traitance, aujourd'hui, est totalement donné à des entreprises maliennes. Ce qui fait qu'à peu près, s'ils ont un chiffre d'affaires d'environ 600 milliards de francs CFA, vous allez trouver que 70%, c'est des charges. Et vous allez trouver que 50% de ces 70% représentent de la sous-traitance, donc un chiffre d'affaires, une opportunité pour les entreprises maliennes. La deuxième mine aussi est en train d'avancer dans le même sens. D'accord. Alors, il y a une question qui tient à cœur aux Maliens aujourd'hui, c'est la question de taxes sur la téléphonie mobile. Ces questions sur les taxes ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est des taxes qui, selon le gouvernement, sont destinées au financement des infrastructures de base et du développement social. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, comment vous assurez la transparence et l'efficacité dans la collecte et la gestion de ces fonds? Récemment, il y a quelques mois, le gouvernement a adopté un certain nombre de projets de textes concernant la TARTOP d'abord. La TARTOP, c'est le taux que l'État applique sur le chiffre d'affaires des sociétés de téléphonie. Donc ce taux était à 8%, nous l'avons ramené à 10%. Et sur les 10%, il y a 2% qui financent l'AGEFO pour avoir l'accès universel. Il y a 1% qui vont à l'autorité de régulation pour lui permettre donc d'assurer toutes les activités de régulation qu'il mène. Et les 5% étaient pour le Trésor à travers les impôts. Donc ce sont ces 5% qui ont été portés à 7% aujourd'hui. Et ce qui nous amène à peu près dans la moyenne des pays de la zone. Parce que certains pays sont à 11, à 10, à 11,50 et d'autres sont à 9 ou à 8. Et le Mali se trouve aujourd'hui à 10. Maintenant, il y a également une taxe qu'on appelle la contribution spéciale de solidarité, qui est un peu à l'image de la contribution générale de solidarité qui avait été adoptée en 2018 sur 3 ans, qui était de l'ordre de 0,5%, applicable sur le chiffre d'affaires des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, nous avons voulu remettre plus ou moins ça. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas exactement la même chose parce que là, c'est une contribution spéciale de solidarité qui doit permettre donc justement à l'État de faire face à toutes ces situations de crise que nous avons. Et la troisième taxe, effectivement, que nous avons mise en place, c'était des taxes spéciales sur les produits alcoolisés, les boissons alcoolisées. Et toutes ces taxes doivent apporter à peu près 22 milliards, entre 12 milliards et 22 milliards par an. Maintenant, il y a eu une taxe spéciale qui a été adoptée, qui est la taxe dont vous parlez, qui est une taxe, un prélèvement qui est fait de 10% sur les appels téléphoniques et de 1% sur les opérations de paiement par mobile monnaie. Il faut rappeler que c'est une contribution de solidarité. Une contribution de solidarité. Nous avons noté que dans notre pays, nous connaissons beaucoup de crises. Il y a beaucoup de crises que le Mali connaît, la crise sécuritaire, la crise des inondations, la crise avec les voisins de la CEDEAO, la crise de trésorerie que tous les pays connaissent aujourd'hui. Tous les pays de la sous-région connaissent des crises de trésorerie importantes. La Banque centrale qui n'arrive pas à assurer le refinancement des banques pour financer les campagnes agricoles. Vous savez que toute la sous-région, la croissance est portée par le secteur agricole. Et malheureusement, le bouclage des crédits intrants et des crédits de campagne ont connu beaucoup de difficultés en 2024 suite au fait que la BCEAO n'a pas donné les financements suffisants aux banques.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés que les différents pays connaissent. C'est ainsi qu'on a demandé à chaque pays va chercher des solutions, donc il faut chercher des solutions internes. Nous avons été au niveau du ministère de l'économie et des finances appelés à plusieurs reprises pour ouvrir des comptes, pour que des Maliens puissent venir faire des contributions de solidarité. On a ouvert un premier compte sur lequel aujourd'hui nous disposons de 2,4 milliards de francs CFA, sur lesquels encore on n'a fait aucune opération de retrait aujourd'hui, parce que ce qui est important, c'est de faire des activités qu'on pourra montrer aux Maliens. Maintenant, dans la même tendance, nous nous sommes dit, tous les Maliens n'ont pas connaissance de ce compte ou n'ont pas accès à ce compte. Les Maliens de l'étranger nous appellent, les Maliens de l'intérieur, toutes les corporations nous appellent. Ah, il faut que vous puissiez nous indiquer quelque chose pour qu'on puisse contribuer, parce que l'effort de guerre, c'est tout le monde qui doit le faire, parce que quand on veut notre souveraineté, quand on veut la sécurité dans notre pays, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ainsi qu'on a décidé de proposer ce prélèvement sur les communications. Et lorsqu'on a décidé de faire ce prélèvement sur les communications, la première chose à faire, c'était d'appeler les consommateurs. On a appelé les 10 associations de consommateurs plus la société civile pour qu'ils viennent échanger avec nous. Donc au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons eu ces échanges. Ce jour, 7 associations sur 10 étaient là et les 3 avaient donné leur mandat aux 7 autres. Et là, tout le monde était content de pouvoir contribuer, parce que c'est une contribution à l'effort de guerre, à l'effort de développement. Et c'est en cela qu'on peut se sentir et on peut dire, voilà, quelque chose se passe, ce n'est pas bien, ça se passe, c'est pas ce que nous souhaitons, parce qu'on sait qu'on a contribué. Donc c'est dans ce cadre que nous avons permis aux Maliens, par ce canal, de pouvoir apporter chacun sa contribution et de pouvoir être acteur du développement et acteur du financement de notre économie. Ceci étant, donc, nous avons décidé en ce moment d'ouvrir un compte. Le compte est ouvert au niveau du Trésor. Il est sous la signature de l'ACCT, l'Agence centrale comptable du Trésor. Mais les fonds sont gérés par un comité de pilotage composé d'un certain nombre de ministères, les ministères les plus impliqués dans les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, etc., l'administration territoriale, l'économie, les finances, un comité de pilotage qui se réunit à Koulouba sous la présidence du secrétaire général de la présidence pour déterminer quelles vont être les activités qui vont être financées sur ce fonds. Et lorsque ce comité de pilotage draine un PV de réunion et qui décide des orientations des dépenses à faire, c'est en ce moment que le secrétaire général envoie un courrier au Trésor pour demander au Trésor de mettre les fonds à la disposition du ministère concerné pour qu'il puisse faire les activités. Un point focal est déterminé au niveau de chaque ministère également et qui va remonter des informations au niveau du secrétaire général de la présidence qui va faire un rapport régulier à la présidence. Donc la transparence est assurée à tous les niveaux. Le comité de pilotage peut contenir toute autre personne et ressources, comme ça peut être la société civile, comme ça peut être toutes les associations de consommateurs. En tout cas, c'est ouvert et en tout cas, la transparence y est et toutes les informations seront données sur les sites les plus appropriés. Merci. Ça rassure les Maliens tout de même. Alors, l'action gouvernementale se note surtout du côté des populations à qui ces services sont rendus, redevabilité des pouvoirs publics vis-à-vis du peuple. Nous allons voir maintenant ce que les citoyens pensent de ces réformes. C'est une réalisation, un vox pop réalisé donc par l'ANCD, l'Agence nationale de communication pour le développement. Suivons. Ministre Nalini Sanchez u ye baara ɲɛnɛma caman kɛ a ka baara taabolo bɛ k'an ja nka a bɛ ka waleya caman kɛ min fana bɛ ka population degun dɔɔni. Les opérations téléphoniques et tout forfait ni fɛn dɔw bɛ ka bɔ an kun maintenant a bɛ ka bɔ an kun a bɛ ka taa yɔrɔ min na an tɛ k'a dɔn yɛrɛ. A bɛ ka kɛ n'a bɛ don a donda ɲuman fɛ an b'a fɔ fɛn ɲuman don a bɛ se ka bɛn an ma. An b'a dɔn ko jamana bɛ wagati gɛlɛn kɔnɔ mais wagati mana gɛlɛya cogo o cogo a ka di ne ye ministre ka nin base finance dɔrɔn kan ministre ka économie fana la. Ni jamana gestion ma ɲɛ dɔrɔn a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye jamana kɔnɔna na. Jamanadenw ka wari minnu bɛ ka tigɛ
les 10% là, je pense que c'est un peu trop quoi. A bɛ se ka dɔɔni réduit ka bɔ la parce que actuellement a ma nɔgɔ bɛɛ bolo quoi, gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan. Jamana ka sɔrɔ bɛ bɔ jamanadenw de bolo. Donc n'o ye impôt ni taxes ni fɛn wɛrɛw ye. Voilà, bon ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw kan, donc effectivement a fana bɛ jouer jamana ka sɔrɔ kan. Donc wagati laban ninnu an y'a ye courant ko ni fɛn caman nana baaraw gɛlɛya ani dɛmɛbagajɛkulu dɔw tun b'an fɛ, u tun ye maliden dɔw ta baara fana na. Donc u tali min fana kɛra, a ye caman bila baarantanya la. An b'a ɲini minisiri fɛ halisa a ka i cɛsiri, sɔrɔ bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na a ka o dabaliw tigɛ. Alors, Monsieur le ministre, les billets de banque en circulation aujourd'hui sont jugés très vieux par les consommateurs. Est-ce un signe de crise des trésoreries? À l'occasion de la dernière session, effectivement, les associations de consommateurs ont posé la question de savoir que les jetons commencent à disparaître et que les billets sont vraiment très, très usés aujourd'hui et que ça les inquiète. C'est une question qui est vraiment directement posée à la Banque centrale parce que c'est elle qui est chargée de battre la monnaie et de produire les billets de banque. Et aujourd'hui, la Banque centrale a estimé qu'elle n'avait pas l'information par rapport à cet état de fait et qu'elle va mener des enquêtes sur le terrain et que, comme nous avons un Conseil national du crédit tous les 3 mois, elle va revenir vers nous pour savoir quelles sont les solutions qui vont être apportées à cette question. En tout cas, soyez sûrs que la question a été portée là où il faut et qu'elle aura la réponse qu'il faut. Maintenant, quel est le lien entre le fait que les billets sont usés et que les pièces disparaissent plus ou moins sur le marché et la crise des trésoreries? Je crois qu'il n'y a pas de lien direct aujourd'hui. On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Le Trésor aujourd'hui est suffisamment liquide et permet et continue de faire face à toutes les dépenses régaliennes de l'État, notamment les remboursements des dettes, les salaires, le remboursement des mandats, tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il n'y a pas de relation. D'accord, on va finir sur les perspectives. 3 points à noter à ce niveau. Le PAG, c'est un ambitieux programme d'action du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre et qui a été voté par le Conseil national de transition. Le PAG se chiffre à 1671,256 milliards. C'est tenable? Merci beaucoup. Le PAG se fixe à 1671 milliards de francs CFA. C'est tenable. Nous avons fait ce PAG étant membre du gouvernement. C'est vraiment le collège des ministres qui ont travaillé autour du Premier ministre pour mettre en place et pour mettre en œuvre les instructions, comme le Premier ministre, chef du gouvernement l'a dit, les instructions données par le président de la transition. Donc il s'agit pour l'ensemble des membres du gouvernement de mettre leurs énergies ensemble pour pouvoir atteindre ces objectifs. Les 1671 milliards sont largement tenables si vous comparez cela à un budget dont les dépenses se chiffrent à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Donc avec des recettes qui cumulent à plus de 2550 milliards de francs CFA. Donc vous verrez aisément que nous sommes en capacité de faire vraiment face à toutes ces dépenses qui sont prévues et contenues dans le plan d'action du gouvernement. Et nous pensons pouvoir aller au-delà même de ce plan d'action du gouvernement. Nous en avons les ressources. Avec la vision Mali-Niatasira qui va à l'horizon 2063, maintenant, Monsieur le ministre, à court terme, à quoi faut-il s'attendre? Merci beaucoup. La vision Mali-Niatasira est une vision du président de la transition, chef de l'État, une vision qui s'inscrit donc effectivement dans le cadre donc, de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Comme vous savez, les Assises nationales de la refondation ont demandé à ce que le Mali puisse atteindre un taux de croissance de 10% les 10 prochaines années. Donc le président a instruit donc au Premier ministre, chef du gouvernement, de mener les réflexions pour que nous puissions avoir une vision qui nous permette donc de pouvoir atteindre cet objectif.
Donc le Premier ministre nous a instruit, il a instruit au gouvernement autour du ministre de l'économie et des finances de mener les réflexions pour voir comment on peut atteindre cet objectif de 10% de taux de croissance. Nous avons eu la chance de partir de plusieurs documents de base. On avait le cadre stratégique pour la relance et le développement durable qui venait de finir en 2023. Donc on a fait un diagnostic, on avait la vision Mali 2025 qui était là également, on avait fait le diagnostic, on venait de faire le recensement général de la population, on venait de faire le recensement des unités économiques du Mali. C'était la première fois d'ailleurs qu'on fasse ce genre de recensement. Nous sommes partis de toutes ces données pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On s'est dit, le Mali est un pays qui est extrêmement riche. Donc il n'est pas impossible au Mali d'avoir ce taux de croissance de 10% les 10 années à venir. Quelles sont nos richesses? C'est nous-mêmes. Le Mali a une population qui est très jeune. La jeunesse de la population est un facteur extrêmement important. Quand à d'autres horizons, on a l'inverse, nous avons la jeunesse, le dynamisme, la force pour travailler, pour réussir. La deuxième chose, c'est l'eau. Le Mali a 2000 km d'eau. Troisième chose, nous avons la terre. On a de la terre cultivable, plus de 2 millions d'hectares cultivables que le barrage de Taoussa, s'il est réalisé, peut faire. Le barrage de l'Office, plus d'1 million d'hectares, sans tenir compte des autres zones, des autres offices, Office Risségou, Office Rimopti, Office de Baguinda, de Sélengue, etc. Nous avons le soleil. Le soleil est une richesse. Dans certains pays, on vous demande d'aller chercher le soleil pour la santé. Nous, on a le soleil. On peut transformer le soleil en beaucoup de choses. Au-delà de ça, nous avons un cheptel extrêmement important. Donc, nous sommes partis de ces facteurs pour dire qu'on peut changer ce pays. Et qu'est-ce qu'on a? Le sous-développement est un problème de financement. Avec le nouveau code minier, nous avons les ressources de financement qu'il faut. Ça nous donne les moyens. Ça nous donne les moyens de financer notre développement. Avec la sécurité qu'on est en train de faire venir, avec la digitalisation qu'on est en train de développer, avec le cadre d'assainissement du climat des affaires, nous sommes certains que les investissements directs étrangers ne manqueront pas. Les financements étrangers complémentaires ne manqueront pas pour assurer un taux de croissance de 10% dans les 10 années à venir. Déjà, en 2025, il est prévu un taux de 6%. Je vous ai dit qu'en 2020, on est parti de moins 1,2. Donc, on a déterminé des indicateurs chiffrés pour chaque secteur, nombre de lignes de kilomètres de transport de chemin d'électricité qu'on a aujourd'hui, sur lequel il faut ajouter 600 km tous les 10 ans pour que tout le Mali soit interconnecté et qu'on sorte des centres isolés. On a dit qu'il faut que dans chaque région, nous puissions avoir une production solaire de 50 mégas dans les 10 années à venir. D'accord. Monsieur le ministre, un mot sur la banque d'investissement de la Confédération des États du Sahel. Vous étiez réunis là-dessus récemment. Dites-nous, où en sommes-nous avec la création de cette banque? Merci beaucoup. Avec les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le pilier développement sous la conduite du ministre des ministres de l'économie et des finances, et nous avons arrêté une feuille de route conformément à la vision du président de la transition qui est le président en exercice de la Confédération. L'un des axes majeurs, c'était de créer une banque confédérale d'investissement. Cette banque, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur tous les détails pour sa mise en œuvre. L'option a été retenue en janvier 2025 au Mali lors de la dernière réunion des ministres de l'économie et des finances. Les experts venus des deux pays sont réunis pour travailler sur les questions importantes. Où sera situé le siège de la banque? Quel va être le capital de la banque? Et quel type de direction on va avoir? Est-ce que c'est un directoire? Est-ce que c'est un conseil d'administration? Est-ce que ça va être une banque avec des agences dans d'autres pays? Donc, toutes les questions de choix doivent trouver leur réponse avec les experts. Donc, cette banque, nous pouvons dire que nous avons déjà balisé presque tous les textes. D'accord, Monsieur le ministre, on va finir sur ce message d'assurance aujourd'hui.
du ministre de l'économie et des finances que vous êtes à l'endroit du peuple du Mali pour que tout soit au vert pour l'économie malienne? En tout cas, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter les Maliens, parce que tout ce que nous arrivons à faire, c'est que les Maliens ont eu confiance, les Maliens se sont engagés avec nous, les Maliens nous ont accompagnés et nous ont soutenus. Nous souhaitons les écouter, les entendre pour encore mieux faire. Je voudrais également saluer l'ensemble de mes collaborateurs qui, jour et nuit, travaillent sans relâche. Les services d'assiette, ils ont chaque année dépassé les objectifs d'au moins 5% depuis 2020. Et c'est sur eux qu'on s'appuie pour pouvoir réaliser tout ce que nous faisons. Les services qui s'occupent de la gouvernance et de la bonne gestion, les marchés publics, le budget, le contrôle financier, la dette publique, tous ces services-là, ils essaient de serrer au maximum les dépenses, de contrôler au maximum les dépenses pour que nous puissions avoir les dépenses les plus efficaces. Le budget, il est facile d'ouvrir le budget tous les 6 mois, les crédits. Mais la situation d'incertitude dans laquelle nous sommes ne commande pas de faire ça. Nous demande de mettre plus d'énergie dans le travail. C'est pourquoi même les ouvertures de crédit se font à compte-gouttes. Ça demande plus de travail, plus d'énergie, mais nous acceptons ça pour pouvoir permettre d'avoir un pays qui marche toujours sur les deux pieds. Après cela, je voudrais remercier vraiment tous les collaborateurs au niveau des différents ministères, le président de la transition pour la confiance et tous ceux qui contribuent aux résultats que nous faisons. Et je voudrais également rassurer les Maliens qu'aujourd'hui, les clignotants sont ouverts et sont dans la bonne tendance. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour ce message d'assurance. Nous sommes donc au terme de cet entretien avec le ministre de l'Économie et des Finances, Alocene Sanou, sur les grandes réformes entreprises au sein du département et des projets, notamment la vision Malikoura Tassira Nye Tassira. J'étais avec Isiaka Tamboura pour l'animation. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes.